Chapitre 11. Le club de duel. Lorsque Harry se réveilla le dimanche matin, la salle de l'infirmerie était baignée d'un soleil d'hiver étincelant. Ses os avaient repoussé, mais son bras était terriblement raide. Il se redressa et jeta un coup d'œil en direction du corps pétrifié de Colin. Mais un rideau tendu autour du lit l'empêchait de voir quoi que ce soit. Voyant qu'il était réveillé, Madame Pomfrey entra avec le plateau du petit déjeuner et commença à masser, plier, étirer son bras et ses doigts aux os tout neufs. « Tout est en ordre, dit-elle. Quand tu auras fini de manger, tu pourras t'en aller. » Harry s'habilla le plus vite possible et se hâta de retourner dans la tour de Gryffondor pour raconter à Ron et à Hermione ce qui s'était passé pendant la nuit. Mais ils n'étaient pas là. Harry partit à leur recherche, un peu peiné qu'ils ne manifestent pas plus d'intérêt pour l'état de ses os. En passant devant la bibliothèque, il croisa Percy Weasley qui en sortait et semblait de bien meilleure humeur que la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. « Salut Harry, dit-il. Très joli coup hier, vraiment remarquable. Gryffondor prend la tête de la coupe des 4 maisons. Grâce à toi, nous avons 50 points d'avance. Tu n'aurais pas vu Ron et Hermione ? Demanda Harry. Non, répondit Percy. Son sourire s'effaça. J'espère que Ron n'est pas encore dans les toilettes pour filles, ajouta-t-il. Harry eut un rire forcé et attendit que Percy ait disparu au bout du couloir avant de prendre la direction des toilettes de Mimi Géniard. Il ne voyait pas pourquoi Ron et Hermione y seraient retournés, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il entendit leur voix qui provenait d'une cabine fermée à clé. « C'est moi, dit-il en refermant la porte derrière lui. Il y eut un bruit de métal, un bruit d'éclaboussure, une exclamation étouffée, puis il vit apparaître l'œil d'Hermione à travers le trou de la serrure. « Harry, dit Hermione en ouvrant la porte, tu nous as fiché une de ces frousses. Entre. Comment va ton bras ? À merveille, répondit-il en se faufilant dans la cabine. Un vieux chaudron était posé sur la cuvette, et à en juger par le crépitement qu'on entendait, un feu brûlait au-dessous. Allumer des feux magiques qu'on pouvait transporter et faire brûler n'importe où, y compris dans des endroits humides, était une des grandes spécialités d'Hermione. « On voulait venir te voir, mais on a décidé de commencer tout de suite la fabrication du polynectar, » expliqua Ron, tandis que Harry refermait avec difficulté la porte de la cabine. « On a pensé que c'était ici la meilleure cachette. » Harry commença à leur raconter ce qui était arrivé à Colin, mais Hermione l'interrompit. « On est déjà au courant, dit-elle. On a entendu le professeur McGonagall le raconter au professeur Flitwick ce matin. C'est pour ça qu'on a voulu se dépêcher. Plus vite on obtiendra une confession de Malfoy, mieux ça vaudra, grogna Ron. Tu sais ce que je pense ? Il était tellement furieux après le match de Quidditch qu'il s'est vengé sur Colin. Il y a autre chose, dit Harry en regardant Hermione jeter des touffes de polygonum dans le chaudron. Dobby est venu me voir au milieu de la nuit. Ron et Hermione se tournèrent vers lui, stupéfaits. Harry leur rapporta tout ce que Dobby lui avait dit. Ou pas dit. La chambre des secrets aurait déjà été ouverte dans le passé, dit Hermione abasourdie. Tout devient plus clair maintenant, déclara Ron d'un ton triomphant. Lucius Malfoy a dû ouvrir la chambre quand il était à l'école, et maintenant il a expliqué à ce cher Drago comment faire. C'est évident. J'aurais bien voulu que Dobby te dise quel genre de monstre se cache là-dedans. Je me demande comment ça se fait que personne ne l'ait jamais vu rôder dans l'école. Il a peut-être la faculté de se rendre invisible, dit Hermione en plongeant des sangsues au fond du chaudron. Ou peut-être qu'il se déguise en armure ou je ne sais quoi. J'ai lu quelque chose sur les ghouls caméléons. Tu lis trop, Hermione, dit Ron en saupoudrant les sangsues de Chrysope morte. Il froissa en boule le sac de Chrysope qu'il avait vidé dans le chaudron et se tourna vers Harry. Alors comme ça, c'est à cause de Dobby qu'on n'a pas pu prendre le train et que tu t'es cassé le bras. Tu sais quoi, Harry ? S'il continue à vouloir te sauver la vie, il va finir par te tuer. Le lundi matin, tout le monde savait ce qui était arrivé à Colin Creevy. Les rumeurs et les soupçons se multipliaient, et les élèves de première année ne se déplaçaient plus qu'en groupe, par peur d'être attaqués s'ils s'aventuraient seuls dans le château. Ginny Weasley, qui était toujours assise à côté de Colin Creevy au cours de sortilège, était bouleversée. Fred et George avaient essayé de lui rendre sa bonne humeur en se couvrant de peau de bête et en se cachant derrière des statues pour lui sauter dessus par surprise. Mais ils durent mettre fin à leurs efforts lorsque Percy, au bord de l'apoplexie, menaça d'écrire à Madame Weasley et de lui raconter qu'il faisait tout pour donner des cauchemars à Ginny. Un trafic de talismans, amulettes et autres gris-gris s'était organisé dans le dos des professeurs. Neville Londubat avait déjà acheté un gros oignon vert malodorant, une pointe de cristal violet et une queue de salamandre en décomposition lorsque ses camarades de Gryffondor lui firent observer qu'il ne courait aucun danger puisqu'il appartenait à une famille de sorciers au sang pur. Rusard a été leur première victime, répondit Neville d'un air apeuré. Et tout le monde sait que moi aussi, je suis presque un craque-molle. Dans la deuxième semaine de décembre, le professeur McGonagall passa dans les classes pour prendre les noms des élèves qui resteraient à l'école pendant les vacances de Noël. Harry, Ron et Hermione s'inscrivirent. Ils avaient entendu dire que Malfoy resterait aussi, ce qui leur avait semblé particulièrement louche. Mais après tout, c'était mieux ainsi. Les vacances seraient le moment idéal pour faire usage du polynectar et essayer de lui tirer les vers du nez. Malheureusement, la potion n'était
n'était qu'à moitié faite. Il leur fallait encore une corne de bicorne et une peau de serpent d'arbre du Cap. Or, le seul endroit où ils pouvaient en trouver, c'était l'armoire personnelle de Rogue. Mais en son fort intérieur, Harry préférait affronter le monstre légendaire de Serpentard plutôt que d'être surpris en train de voler quelque chose dans le bureau de Rogue. Il faudra faire une diversion, dit Hermione. Et pendant ce temps-là, l'un d'entre nous se glissera dans le bureau de Rogue pour prendre ce qu'il nous faut. Harry et Ron la regardèrent d'un air inquiet. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aille voler les ingrédients, poursuivit Hermione du ton le plus naturel. Vous deux, vous seriez renvoyés si vous vous faisiez prendre. Mais moi, je n'ai jamais eu d'ennui, je risque moins gros. Il vous suffira de provoquer assez de chahut pour occuper Rogue pendant 5 bonnes minutes. Harry eut un faible sourire. Provoquer un chahut au cours de Rogue était à peu près aussi facile que de réveiller un dragon endormi en lui crevant l'œil. Le cours commun de potions avait lieu le jeudi après-midi dans un des plus grands cachots du château. Le cours commença de la façon habituelle. Une vingtaine de chaudrons bouillonnaient entre les tables sur lesquelles étaient disposées des balances et des bocaux d'ingrédients. Rogue circulait parmi les vapeurs fétides en faisant des remarques acerbes aux élèves de Gryffondor, sous les ricanements des Serpentards. Drago Malfoy, le chouchou de Rogue, bombardait Ron et Harry avec des yeux de poisson qu'il prenait dans un bocal, en sachant qu'ils écoperaient d'une retenue si jamais il s'avisait d'en faire autant. La potion d'enflure que Harry avait préparée était beaucoup trop liquide, mais quelque chose de beaucoup plus important lui occupait l'esprit. Il attendait le signal d'Hermione et entendit à peine Rogue quand celui-ci vint se moquer de sa potion trop claire. Lorsque Rogue s'éloigna pour aller critiquer Neville, Hermione croisa le regard de Harry et lui fit un signe de tête. Harry se pencha alors derrière son chaudron, sortit de sa poche un pétard du docteur Flibuste et lui donna un petit coup de baguette magique. Le pétard commença à crépiter. Sachant qu'il n'avait plus que quelques secondes, Harry se redressa et lança le pétard dans le chaudron de Goyle. La potion de Goyle explosa aussitôt en aspergeant toute la classe. Les élèves, atteints par des projections de potions d'enflure, se mirent à hurler. Malfoy en reçut en plein visage et son nez commença à enfler comme un ballon. Goyle tourna sur lui-même, les mains sur ses yeux qui avaient maintenant la taille d'une assiette. Rogue, qui n'avait pas compris ce qui s'était passé, essayait sans succès de ramener l'ordre. Dans la confusion qui régnait à présent, Harry vit Hermione se glisser hors de la salle. « Silence ! Silence !» rugit Rogue. Ceux qui ont reçu de la potion venaient tout de suite prendre un antidote, et quand je saurai qui a fait ça... Harry s'efforça de ne pas éclater de rire lorsqu'il vit Malfoy s'avancer vers Rogue en penchant la tête sous le poids de son nez qui avait la grosseur d'un melon. Pendant que la moitié des élèves de la classe allaient prendre une gorgée d'antidote pour faire revenir bras, jambes ou oreilles à leur taille antérieure, Hermione revint discrètement dans la classe, portant quelque chose sous sa robe. Quand tout le monde eut retrouvé son aspect habituel, Rogue examina le chaudron de Goyle et en retira les débris noircis du pétard. « Si jamais je découvre qui a lancé ce pétard, » dit Rogue dans un murmure, « vous pouvez être absolument sûr que cette personne sera renvoyée de l'école. » Rogue fixait Harry qui fit de son mieux pour avoir l'air stupéfait. 10 minutes plus tard, il entendit avec soulagement sonner la cloche qui annonçait la fin du cours. « Il sait que c'est moi, » dit Harry à Ron et à Hermione sur le chemin des toilettes de Mimi Géniard. « Je l'ai vu dans son regard. » Hermione jeta les nouveaux ingrédients dans le chaudron et se mit à touiller fébrilement la mixture. « Ce sera prêt dans une quinzaine de jours, » dit-elle d'un ton joyeux. « Rogue ne peut pas prouver que c'était toi, » dit Ron à Harry pour le rassurer. « Qu'est-ce qu'il peut faire quand on sait de quoi il est capable ?»« On peut s'attendre au pire, » répondit Harry. Dans le chaudron, la potion écumait à gros bouillon. Une semaine plus tard, Harry, Ron et Hermione traversaient le hall d'entrée lorsqu'ils virent un groupe d'élèves rassemblés autour du tableau d'affichage. Un morceau de parchemin venait juste d'y être épinglé. Seamus Finnegan et Dean Thomas, visiblement surexcités, leur firent signe d'approcher. « Ils ont ouvert un club de duel !» annonça Seamus. « Première séance ce soir !» Apprendre à se battre en duel, ça peut être utile par les temps qui courent. Tu crois que le monstre de Serpentard est du genre à se battre en duel ? Répliqua Ron. Mais il lut quand même l'annonce avec intérêt. C'est vrai, ça peut servir, dit-il à Harry et à Hermione. On y va ? Harry et Hermione étaient d'accord, et à 8h ce soir-là, après le dîner, ils se hâtèrent de retourner dans la grande salle. Les longues tables avaient disparu, et une estrade dorée avait été installée contre le mur, éclairée par des milliers de chandelles qui flottaient dans l'air. Sous le plafond qu'on aurait dit tendu de velours noir, la quasi-totalité des élèves s'étaient rassemblés, la baguette à la main et l'air surexcité. « Je me demande qui va être le prof, » dit Hermione. « Quelqu'un m'a dit que Flitwick était un champion de duel quand il était jeune. Ce sera peut-être lui, du moment que ce n'est pas... » commença Harry, mais il s'interrompit dans un grognement. Gilderoy Lockhart venait d'apparaître sur l'estrade, élégamment vêtu d'une robe violette et accompagné de Rogue, toujours habillé de noir, comme à son habitude. Lockhart agita la main pour demander le silence. « Approchez-vous, approchez-vous ! Tout le monde me voit, tout le monde m'entend. »
Parfait. Le professeur Dumbledore m'a donné l'autorisation d'ouvrir ce petit club de duel pour vous enseigner des méthodes de défense, au cas où vous auriez besoin de faire face à une agression quelconque, comme cela m'est arrivé d'innombrables fois. Pour de plus amples détails, je vous renvoie à la collection complète de mes livres. Je vais maintenant vous présenter mon assistant, le professeur Rogue, poursuivit Lockhart avec un sourire éclatant. Il m'a dit qu'il avait lui-même quelques notions en matière de duel et il a très sportivement accepté de me servir de partenaire pour vous faire une petite démonstration en guise de préambule. Mais ne vous inquiétez pas, votre maître des potions sera toujours en état de vous faire court quand j'en aurai fini avec lui. Aucun danger. Ce serait bien s'ils arrivaient à s'entretuer, murmura Ron à l'oreille de Harry. Rogue eut un rictus, et Harry se demanda comment Lockhart pouvait continuer à sourire. Si Rogue l'avait regardé lui de cette manière, il se serait aussitôt enfui à toutes jambes. Lockhart et Rogue se placèrent face à face et se saluèrent. Lockhart s'inclina en faisant de grands moulinets avec ses mains, tandis que Rogue se contentait d'un signe de tête agacé. Ils levèrent alors leurs baguettes magiques comme des épées. « Comme vous le voyez, nous tenons nos baguettes dans la position de combat réglementaire, » dit Lockhart à la foule des spectateurs silencieux. « Lorsque nous aurons compté 3, nous jetterons le premier sort. Bien entendu, ni l'un ni l'autre ne cherchera à tuer l'adversaire. »« Je n'en suis pas si sûr, » murmura Harry en voyant Rogue montrer les dents. « 1, 2... 3 !» Tous deux brandirent leurs baguettes par-dessus leur épaule. « Expelliarmus !» s'écria Rogue. Il y eut un éclair aveuglant de lumière rouge et Lockhart fut soulevé du sol puis violemment projeté à bas de l'estrade contre le mur du fond. Le dos contre la pierre, il glissa lentement et s'affala par terre. Malfoy et quelques autres élèves de Serpentard applaudirent bruyamment. Hermione avait l'air dans ses petits souliers. « Tu crois qu'il est blessé ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. « Quelle importance ?» répondirent en chœur Ron et Harry. Lockhart se releva tant bien que mal. Son chapeau était tombé par terre et ses cheveux ondulés s'étaient dressés sur sa tête. « Et voilà, excellente démonstration !» dit-il en remontant sur l'estrade d'un pas mal assuré. « Il s'agit là d'un sortilège de désarmement. Comme vous le voyez, j'ai perdu ma baguette. Ah, merci beaucoup, Miss Brown. C'était une excellente idée de leur montrer ça, professeur Rogue, mais sans vouloir vous offenser, j'avais tout de suite deviné ce que vous aviez en tête. C'était évident, et si j'avais voulu vous en empêcher, je n'aurais eu aucun mal à le faire. Mais j'ai pensé que cette petite démonstration serait très instructive. » Rogue lui lança un regard assassin que Lockhart avait dû voir, car il annonça « Le spectacle est terminé. À vous de jouer maintenant. Je vais passer parmi vous pour vous mettre 2 par 2. Professeur Rogue, si vous voulez bien m'aider. » Tous deux descendirent de l'estrade et répartirent les élèves par équipe de 2. Lockhart mit ensemble Neville et Justin Finch-Fletchley, mais ce fut Rogue qui s'occupa de Harry et Ron. « C'est le moment de séparer la vieille équipe, » dit-il d'un air narquois. « Weasley, vous vous mettrez avec Finnegan, Potter... » Harry se tourna tout naturellement vers Hermione. « Non, je ne vois pas les choses comme ça, » dit Rogue avec un sourire glacial. « Monsieur Malfoy, venez ici, s'il vous plaît. On va voir ce que vous allez faire du célèbre Potter. Et vous, Miss Granger, vous ferez équipe avec Miss Bulstrode. » Malfoy s'avança avec un sourire ironique. Derrière lui, Harry vit une élève de Serpentard qui lui rappelait une illustration de vacances avec les harpies. Elle était grande, avec des épaules carrées et une mâchoire proéminente. Hermione lui adressa un faible sourire, auquel elle ne répondit pas. « Mettez-vous face à face !» dit Lockhart, qui était remonté sur l'estrade. « Et n'oubliez pas de saluer !» Harry et Malfoy se firent un bref signe de tête sans se quitter des yeux. « Attention, levez vos baguettes !» cria Lockhart. « À 3, jetez un sort pour désarmer votre adversaire. Je dis bien pour désarmer. Nous ne voulons pas d'accident. 1, 2... 3. Harry tendit sa baguette, mais Malfoy avait jeté son sort à 2. Harry reçut un tel choc qu'il eut l'impression de prendre un coup de poêle sur la tête. Il vacilla un instant, mais il ne semblait pas blessé, et sans plus attendre, il pointa sa baguette vers Malfoy en criant « Rictus Sempra !» Un jet de lumière argentée atteignit Malfoy au ventre, et il se plia en 2, la respiration sifflante. « J'ai dit désarmer, rien d'autre !» s'exclama Lockhart en voyant Malfoy tomber à genoux. Harry lui avait jeté un sortilège de chatouillis, et Malfoy riait tellement qu'il n'arrivait plus à bouger. Harry pensa
pensa qu'il ne serait pas très loyal de jeter un autre sort à Malfoy pendant qu'il était à terre, mais ce fut une erreur. Le souffle court, Malfoy pointa sa baguette sur les genoux de Harry et parvint à articuler « Tarantalegra !» Aussitôt, les jambes de Harry se mirent à s'agiter en une danse effrénée qu'il était incapable de contrôler. « Stop, ça suffit !» cria Lockhart. Mais ce fut Rogue qui intervint. « Finite incantatem !» s'exclama-t-il. Les pieds de Harry cessèrent de danser, le fou rire de Malfoy s'arrêta et ils regardèrent alors ce qui se passait autour d'eux. Un nuage de fumée verdâtre flottait au-dessus de l'estrade. Neville et Justin étaient allongés par terre, hors d'haleine. Ron soutenait un Simus livide en s'excusant des dégâts qu'avait fait sa baguette cassée. Hermione et Millicent Bulstrode, en revanche, étaient toujours en pleine action, mais leur baguette abandonnée sur le sol ne leur servait plus à rien. Elles se battaient à main nue, et Millicent avait coincé sous son bras la tête d'Hermione, qui gémissait de douleur. Harry se précipita, mais il eut du mal à libérer Hermione de sa partenaire, qui était beaucoup plus grande que lui. « Ouh là là !» s'exclama Lockhart en observant le résultat des affrontements. « Levez-vous, Macmillan. Attention, Miss Fawcett. Appuyez bien fort, Boots, ça va cesser de saigner dans un instant. Je crois que je ferais mieux de vous apprendre à neutraliser les mauvais sorts, » ajouta Lockhart, debout au milieu de la salle, l'air fébrile. Il jeta un regard à Rogue, dont les yeux noirs étincelaient, puis détourna aussitôt la tête. « Prenons 2 volontaires, Londubat et Finch-Fletchley, par exemple. »« Très mauvaise idée, professeur Lockhart. » coupa Rogue. Londubat sème la désolation chaque fois qu'il essaye de jeter le moindre sort, et il ne resterait plus grand-chose de Finch-Fletchley après ça. Pourquoi pas Malfoy et Potter, proposa-t-il avec un sourire perfide. Excellente idée, approuva Lockhart. Venez là, tous les deux. Harry, quand Drago pointera sa baguette sur toi, tu feras ça. Il leva sa propre baguette, exécuta quelques gestes compliqués et la laissa tomber par terre. Rogue eut un sourire narquois tandis que Lockhart se dépêchait de ramasser sa baguette magique. Oh là, ma baguette est un peu énervée ce soir, dit-il. Rogue s'approcha de Malfoy et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Malfoy sourit à son tour. Harry leva alors les yeux vers Lockhart d'un air inquiet. « Professeur, pourriez-vous me montrer encore une fois comment bloquer un mauvais sort ? On a peur, » murmura Malfoy. « Ça te plairait bien, » lança Harry du coin des lèvres. « Fais comme je t'ai dit, Harry, » répondit Lockhart en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. « Il faut que je laisse tomber ma baguette. » Mais Lockhart ne l'écoutait pas. « 3, 2, 1, allez-y » s'écria-t-il. Malfoy leva aussitôt sa baguette magique et s'exclama « Serpent Sortia !» L'extrémité de sa baguette explosa. Abasourdi, Harry vit alors jaillir un long serpent noir qui tomba sur le sol et se dressa, prêt à mordre. La foule des élèves recula aussitôt en poussant des cris de terreur. « Ne bougez pas, Potter, » dit tranquillement Rogue, visiblement ravi de voir Harry immobile face au serpent furieux. « Je vais vous en débarrasser. »« Je m'en occupe, » dit Lockhart. Il pointa sa baguette sur le serpent. Une explosion retentit, mais au lieu de disparaître, le reptile fut projeté dans les airs et retomba un peu plus loin avec un grand bruit. Fou de rage, sifflant comme un furieux, le serpent se tortilla en direction de Justin Finch-Fletchley et se dressa à nouveau en découvrant ses crochets, prêt à mordre. Harry ne sut pas très bien ce qui le poussa à agir. Il n'eut même pas l'impression d'avoir pris lui-même la décision. En tout cas, ses jambes le portèrent en avant, comme s'il était monté sur roulette, et il cria tout bêtement au serpent « Laisse-le tranquille !» Comme par miracle, le serpent retomba alors sur le sol, aussi docile qu'un tuyau d'arrosage, les yeux tournés vers Harry. Celui-ci sentit toute crainte le quitter. Il savait que le serpent n'attaquerait plus personne à présent, mais il aurait été bien incapable d'expliquer pourquoi. Il leva les yeux vers Justin et lui sourit. Il s'attendait à le voir soulagé, étonné ou même reconnaissant, mais certainement pas furieux et effrayé. « À quoi tu joues ?» lança-t-il. Et avant que Harry ait pu dire quoi que ce soit, Justin tourna les talons et s'enfuit de la salle à toutes jambes. Rogue s'avança, agita sa baguette, et le serpent disparut dans une bouffée de fumée noire. Lui aussi observait Harry d'une étrange manière. Son regard rusé et calculateur lui déplut profondément. Il entendait également autour de lui un murmure qui ne présageait rien de bon. Quelqu'un le tira alors par la manche. « Viens !» lui chuchota Ron à l'oreille. « On s'en va !» « Allez, viens !» Ron l'entraîna hors de la grande salle, et Hermione les accompagna en marchant à côté d'eux à petits pas pressés. À mesure qu'ils avançaient, les autres élèves s'écartaient sur leur passage, comme s'ils avaient eu peur d'attraper une maladie. Harry n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait, et ni Ron ni Hermione ne lui dirent un mot jusqu'à ce qu'ils aient regagné la salle commune de Gryffondor, encore déserte. Ron poussa alors Harry dans un fauteuil. « Tu es un fourche-langue » dit-il. « Tu ne nous l'avais jamais dit. »« Je suis un quoi ?» s'étonna Harry. « Un fourche-langue » répéta Ron. « Tu parles le langage des serpents. »« Je sais » dit Harry. « C'est la 2e fois que ça m'arrive. Un jour, au zoo, j'ai fait sortir un boa constrictor de sa cage sans le faire exprès.
et il a failli attaquer mon cousin Dudley. C'est une longue histoire, le boa m'a dit qu'il n'avait jamais vu le Brésil et je l'ai libéré sans même m'en rendre compte. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais un sorcier. Un boa constrictor t'a dit qu'il n'avait jamais vu le Brésil? Répéta Ron d'une voix faible. Et alors? Dit Harry. Il y a sûrement des tas de gens qui peuvent en faire autant ici. Oh non, certainement pas, répliqua Ron. Ce n'est pas un don très répandu. Harry, il faut que tu le saches. C'est une très mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Demanda Harry, qui commençait à s'énerver. Qu'est-ce qui vous prend? Si je n'avais pas dit à ce serpent de ne pas attaquer Justin, c'est ce que tu lui as dit. Bien sûr. Vous étiez là, vous m'avez entendu, non? Je t'ai entendu parler fourche-langue, dit Ron. La langue des serpents. Tu aurais pu raconter n'importe quoi, personne n'y aurait rien compris. Pas étonnant que Justin ait paniqué. On aurait dit que tu encourageais le serpent à l'attaquer. C'était vraiment effrayant. Harry le regarda bouche bée. J'ai parlé une autre langue? Je ne m'en suis pas rendu compte. Comment pourrais-je parler une autre langue sans m'en apercevoir? Ron hocha la tête. Hermione et lui faisaient une tête d'enterrement. Harry, pourtant, ne comprenait pas ce qu'il y avait de si terrible. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de mal à empêcher un gros serpent répugnant d'arracher la tête de Justin? Dit-il. Quelle importance que je l'ai fait comme ça ou autrement? Vous auriez préféré que Justin finisse au club des chasseurs sans tête? Justement, ça a de l'importance, dit Hermione, qui parla enfin d'une voix sourde. Tout simplement parce que la célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler aux serpents. C'est pour ça que la maison des Serpentards est symbolisée par un serpent. Harry resta bouche bée. Exactement, dit Ron. Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière-petit-fils. Mais c'est faux, protesta Harry, saisi soudain d'un sentiment de panique inexplicable. Tu auras du mal à le prouver, dit Hermione. Il a vécu il y a environ 1000 ans. Pour ce qu'on sait, tu pourrais très bien être son descendant. Harry resta éveillé des heures entières, cette nuit-là. À travers une fente de son baldaquin, il voyait la neige tomber devant la fenêtre de la tour. Pouvait-il vraiment être un descendant de Salazar Serpentard? Après tout, il ne savait rien de la famille de son père. Les Dursley lui avaient toujours interdit de poser des questions sur les sorciers de sa famille. Dans sa tête, Harry essaya de dire quelque chose en fourche-langue, mais aucun mot ne lui vint à l'esprit. Il fallait sans doute qu'il se trouve face à un serpent pour pouvoir le faire. Pourtant, je suis un Gryffondor, pensa-t-il. Jamais le Choixpeau magique ne m'aurait envoyé dans cette maison-là si j'avais eu du sang de la famille Serpentard. Mais au début, le Choixpeau voulait t'envoyer à Serpentard. Souviens-toi, lui rappela une petite voix désagréable dans sa tête. Harry se retourna dans son lit. Il verrait Justin le lendemain au cours de botanique, et il lui expliquerait qu'il avait ordonné au serpent de le laisser tranquille, pas de l'attaquer. N'importe quel imbécile aurait dû s'en rendre compte, non ? Mais le lendemain, la neige s'était transformée en un blizzard si épais que le dernier cours de botanique du trimestre fut annulé. Le professeur Chourave voulait mettre des chaussettes et des écharpes aux racines de mandragore, une opération délicate qu'elle ne pouvait confier à quiconque d'autre, à présent que les mandragores étaient devenus indispensables pour ramener Mystaigne et Colin Creevey à la vie. Dans la salle commune de Gryffondor, Harry, assis auprès du feu, ruminait de sombres pensées pendant que Ron et Hermione faisaient une partie d'échecs. « Pour l'amour du ciel, Harry !» dit Hermione exaspérée, alors que l'un des fous de Ron faisait tomber son cavalier de cheval et le traînait au bord de l'échiquier. « Va donc voir Justin si c'est tellement important pour toi !» Harry décida de suivre son conseil, et il sortit de la salle commune en se demandant où il pourrait bien trouver Justin. Bien qu'on fût en plein jour, le château était plus sombre qu'à l'ordinaire, à cause de la neige grisâtre qui tourbillonnait devant les fenêtres. Frissonnant, Harry passa devant des classes où des cours avaient lieu, percevant quelques échos de ce qui s'y passait. Le professeur McGonagall admonestait quelqu'un qui, d'après ce qu'il entendit, avait transformé un de ses camarades en blaireau. Résistant à l'envie d'aller jeter un coup d'œil, il poursuivit son chemin. Il pensait que Justin profitait peut-être du cours annulé pour rattraper son travail en retard, et il se rendit d'abord à la bibliothèque. Plusieurs élèves de Poufsouffle, qui auraient dû partager avec Gryffondor le cours de botanique, étaient assis au fond, mais ne semblaient pas travailler. Entre les longues et hautes rangées de livres, Harry les voyait absorbés dans une conversation apparemment très sérieuse, leurs têtes penchées tout près les unes des autres. De l'endroit où ils se trouvaient, il n'arrivait pas à voir si Justin se trouvait parmi eux. Il s'approcha et entendit alors quelques bribes de ce qu'ils disaient. Caché par des étagères, il s'arrêta pour écouter plus attentivement. « J'ai conseillé à Justin de se cacher dans le dortoir », expliqua un des élèves, un gros garçon costaud. « Si Potter l'a choisi comme prochaine victime, il vaut mieux qu'il se fasse remarquer le moins possible. Justin s'y attendait depuis qu'il a raconté à Potter qu'il était né dans une famille de moldus. Justin lui a dit que, normalement, il aurait dû aller à Eton. Ce n'est pas le genre de choses dont il faut se vanter devant un héritier de Serpentard, non ? » « Alors d'après toi, Ernie, ce serait vraiment Potter ?» demanda d'un air anxieux une fille aux nattes blondes.
Réfléchis, Anna, répondit le gros garçon. Il parle fourche-langue. Il n'y a que les adeptes de la magie noire qui en sont capables. Tout le monde sait ça. Tu connais d'honnêtes sorciers qui parlent aux serpents, toi? Serpentard était lui-même surnommé langue de serpent. Un murmure général s'éleva autour de la table. Souviens-toi de ce qui était écrit sur le mur. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Potter a eu des ennuis avec Rusard, et comme par hasard, c'est le chat de Rusard qui a été attaqué en premier. Creevy a énervé Potter en prenant des photos pendant le match de Quidditch, surtout quand il était allongé dans la boue avec son bras cassé. Et tout de suite après, Creevy devient la deuxième victime. Il a l'air tellement gentil, pourtant, dit Anna, qui ne paraissait pas encore tout à fait convaincue. Et puis, c'est quand même lui qui a fait disparaître tu sais qui. Il ne peut pas être si mauvais que ça. Ernie baissa la voix, l'air mystérieux, obligeant les autres à se rapprocher. Harry s'avança un peu plus pour entendre ce qu'il disait. Personne ne sait comment il a survécu à cette attaque de tu sais qui, reprit Ernie. Il n'était qu'un bébé quand c'est arrivé. Normalement, il aurait dû être réduit en miettes. Seul un mage noir très puissant pourrait survivre à un tel maléfice. C'est sans doute pour ça que tu sais qui voulait le tuer. Il ne voulait pas qu'un autre seigneur des ténèbres vienne lui faire concurrence. Je me demande quels sont les autres pouvoirs secrets de Potter. Harry ne put en supporter davantage. Il s'éclaircit bruyamment la gorge et sortit de sa cachette. S'il n'avait pas été aussi furieux, il aurait éclaté de rire en voyant la réaction des Poufsouffles. On aurait dit qu'ils avaient été pétrifiés à leur tour et le visage d'Ernie était devenu livide. « Salut !» dit Harry. « Je cherche Justin Finch-Fletchley. » Les pires craintes des Poufsouffles se trouvaient confirmées. Terrifiés, ils se tournèrent vers Ernie. « Qu'est-ce que tu lui veux ?» demanda Ernie d'une voix tremblante. « Je voulais lui raconter ce qui s'est véritablement passé avec ce serpent pendant le club de duel, » répondit Harry. Ernie se mordit les lèvres, puis il prit une profonde inspiration. « On était tous là, dit-il. On a bien vu ce qui s'est passé. Alors, tu as vu que quand je lui ai parlé, le serpent a reculé. » Tout ce que j'ai vu, reprit Ernie d'un ton buté, mais en tremblant de tous ses membres, c'est que tu as parlé fourche-langue et que tu as poussé le serpent vers Justin. Je ne l'ai pas poussé vers lui, protesta Harry, frémissant de rage. Je ne l'ai même pas touché, c'était tout juste, dit Ernie. Et au cas où tu aurais des idées en tête, ajouta-t-il précipitamment, je peux te dire que ma famille ne comporte que des sorciers et des sorcières depuis 9 générations. Et mon sang est tout ce qu'il y a de plus pur, alors... Je me fiche de ton sang, répliqua Harry d'un ton féroce. Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'attaquer les enfants de Moldus? J'ai entendu dire que tu détestes les Moldus chez qui tu vis, répondit Ernie. Il est impossible de ne pas détester les Dursley quand on vit chez eux. Essaye et tu verras. Il tourna les talons et sortit de la bibliothèque, s'attirant un regard réprobateur de Madame Pince, occupée à astiquer la reliure dorée d'un gros grimoire. Harry suivit le couloir d'un pas chancelant. Il était tellement en colère qu'il ne savait plus très bien où il allait. Il se cogna alors contre quelque chose de très grand et de très dur qui le projeta par terre. « Oh, bonjour Hagrid » dit Harry en levant les yeux. Le visage de Hagrid était presque entièrement caché derrière un passe-montagne de laine couvert de neige. Mais on ne pouvait le confondre avec quelqu'un d'autre, car il occupait presque toute la largeur du couloir dans son manteau en peau de taupe. Un coq-mort qu'il tenait par les pattes pendait dans sa main gantée. « Ça va, Harry ?» demanda Hagrid, qui avait relevé son passe-montagne pour pouvoir parler. « Comment ça se fait que tu ne sois pas en classe ?»« Le cours a été annulé, » répondit Harry en se relevant. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Hagrid montra le coq inanimé. « Le deuxième compte-tu ce trimestre ?» expliqua-t-il. « C'est soit les renards, soit un gobelin buveur de sang. Et j'ai besoin d'une autorisation du directeur pour jeter un sort de protection autour du poulailler. » Sous ses sourcils broussailleux, parsemés de flocons de neige, ses yeux observèrent Harry plus attentivement. « Tu es sûr que tout va bien ? Tu m'as l'air d'être en colère et d'avoir des soucis en tête. » Harry ne pouvait se résoudre à répéter ce que les élèves de Poufsouffle venaient de dire de lui. « Ce n'est rien, » répondit-il. « Il vaut mieux que j'y aille, Hagrid. J'ai un cours de métamorphose qui commence bientôt et je dois aller chercher mes livres. » Il s'éloigna, la tête encore pleine de ce qu'il avait entendu dans la bibliothèque. Justin s'y attendait depuis qu'il a raconté à Potter qu'il était né dans une famille de Moldus. Harry monta l'escalier d'un pas lourd et suivit un autre couloir particulièrement sombre. Un courant d'air glacé qui s'engouffrait par une vitre cassée avait soufflé toutes les torches. Il avait parcouru la moitié du couloir lorsqu'il trébucha contre quelque chose qui le fit tomber tête la première. Il se retourna pour voir dans quoi il s'était pris les pieds et sentit alors comme un coup de poing à l'estomac. Justin Finch-Fletchley était étendu sur le sol, le corps raide et froid, le visage figé dans une expression de stupeur, les yeux fixés au plafond. Mais ce n'était pas tout. À côté de lui, Harry vit une autre silhouette qui offrait le plus étrange spectacle qu'il eût jamais vu.
C'était Nick quasi sans tête. Le fantôme avait perdu sa couleur gris-perle et sa transparence. Il ressemblait à présent à une épaisse fumée noire qui flottait à 15 cm au-dessus du sol, immobile et horizontale. Sa tête était à moitié décollée et son visage avait la même expression de stupeur que celui de Justin. Harry se releva, le souffle court, le cœur battant à lui rompre les côtes. Il regarda de tous côtés et vit une longue file d'araignées qui s'enfuyaient à toute vitesse. Il n'y avait pas un bruit en dehors de la voix étouffée des professeurs qui faisaient classe dans les salles proches. Il aurait pu filer tout de suite, et personne n'aurait jamais su qu'il s'était trouvé là, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Justin et Nick sans aller chercher du secours. À présent, cependant, qui croirait encore à son innocence? Pendant qu'il restait là, en proie à la panique, une porte s'ouvrit dans un grand bruit juste à côté de lui. Peeves, l'esprit frappeur, surgit alors dans le couloir. « Tiens, mais c'est le petit Potter !» s'exclama Peeves en caquetant comme un poulet. « Qu'est-ce qu'il mijote, Potter? Pourquoi rôde-t-il dans ce... » Peeves s'interrompit au milieu d'un saut périlleux. La tête en bas, il aperçut Justin et Nick quasi sans tête, et avant que Harry ait pu l'arrêter, il se mit à hurler. « Attaque! Attaque! Nouvelle attaque! Aucun vivant, aucun fantôme n'est à l'abri, sauf qui peut! Attaque !» Bang, 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 les unes après les autres, les portes s'ouvrirent à la volée, tout au long du couloir, et une foule d'élèves et de professeurs se précipita sur les lieux du crime. Pendant un bon moment, il régna une telle confusion que Justin faillit être piétiné, tandis que des élèves affolés traversaient sans le voir le fantôme noirci et figé de Nick quasi sans tête. Les professeurs hurlaient pour réclamer le silence, et Harry se retrouva plaqué contre le mur. Le professeur McGonagall arriva alors en courant, suivi de ses élèves. Brandissant sa baguette magique, elle fit retentir une détonation qui rétablit le silence et ordonna à tout le monde de retourner en classe. À peine le couloir s'était-il vidé qu'Ernie et ses amis de Poufsouffle apparurent à leur tour. « Pris sur le fait !» s'exclama Ernie, le visage livide, en montrant Harry du doigt d'un geste théâtral. « Ça suffit, Macmillan !» lança sèchement le professeur McGonagall. Peeves sautillait toujours au-dessus de leur tête, observant la scène avec un sourire mauvais. Peeves aimait le chaos. Pendant que les professeurs se penchaient sur Justin et Nick quasi sans tête pour les examiner, il se mit à chanter. « Potter, voilà encore une de tes ruses, décidément, tuer les élèves, ça t'amuse. »« Ça suffit, Peeves !» aboya le professeur McGonagall, et Peeves s'enfuit aussitôt en tirant la langue à Harry. Justin fut transporté à l'infirmerie par le professeur Flitwick et le professeur Sinistra du département d'astronomie, mais personne ne savait ce qu'il convenait de faire de Nick quasi sans tête. Finalement, le professeur McGonagall fit apparaître un grand éventail d'un coup de baguette magique et le donna à Ernie en lui demandant de l'agiter devant Nick pour le pousser jusqu'à l'étage supérieur. Ernie fit ainsi glisser vers l'escalier la forme noircie du fantôme porté par la brise de l'éventail. Harry et le professeur McGonagall se retrouvèrent seuls dans le couloir déserté. « Par ici, Potter, dit-elle. « Professeur, je vous jure que ce n'est pas moi qui... »« Ça ne relève plus de ma compétence, Potter !» coupa sèchement le professeur McGonagall. Ils tournèrent un angle du couloir et avancèrent en silence jusqu'à une gargouille de pierre d'une extrême laideur. « Sorbet, citron !» dit le professeur. C'était un mot de passe. La gargouille s'anima soudain et fit un pas de côté. Derrière elle, le mur s'ouvrit pour les laisser passer. Malgré sa terreur, à l'idée de ce qu'il attendait, Harry ne put s'empêcher d'être émerveillé. Derrière le mur s'élevait un escalier en colimaçon qui tournait lentement sur lui-même comme un escalator. Lorsque le professeur McGonagall et lui s'avancèrent sur les marches, le mur derrière eux se referma avec un bruit sourd. Ils s'élevèrent sans effort en cercles successifs qui les emmenèrent de plus en plus haut. Enfin, Harry, légèrement étourdi, vit apparaître une porte en chêne, aux reflets chatoyants, avec un heurtoir de cuivre en forme de griffon. Il savait où il se trouvait. C'était sûrement là qu'habitait Albus Dumbledore.